Le soleil de juillet tapait fort sur le jardin de mes parents pendant que la fumée montait du barbecue. Mon frère Marcus se tenait là comme un roi, retournant les hamburgers avec des gestes exagérés pendant que sa femme Jennifer filmait toute la scène pour les réseaux sociaux. Leurs jumeaux, tous deux chaussés de baskets de marque qui coûtaient plus cher que mon budget course mensuel, couraient en rond dans le jardin. Mon fils Daniel, 7 ans, tira sur ma manche. Maman, je peux avoir un hamburger? J'ai vraiment faim. Je lui souris. Bien sûr, mon chéri. Allons demander à oncle Marcus. Nous nous sommes approchés du barbecue où Marcus tenait salon, racontant à papa et à notre cousin Trevor sa dernière expansion commerciale. Il avait ouvert un troisième garage automobile le mois précédent et n'avait pas arrêté d'en parler depuis. Oncle Marcus, dit Daniel poliment, est-ce que je peux avoir un hamburger, s'il te plaît? Marcus baissa les yeux vers mon fils, puis me regarda, puis reporta son regard sur Daniel. Son expression changea, un mélange de pitié et de mépris que j'avais déjà vu trop souvent. Ceux-là sont réservés aux enfants qui ont un avenir, dit-il assez fort pour que tout le monde autour entende. Des enfants dont les parents peuvent vraiment subvenir à leurs besoins. Le jardin devint silencieux. Papa avait l'air mal à l'aise, mais ne dit rien. Maman s'affaira avec la salade de pommes de terre. Jennifer rit, ce petit rire aigu qu'elle avait chaque fois que Marcus disait quelque chose de cruel. Trevor secoua simplement la tête et s'éloigna. Tante Patricia hocha la tête depuis sa chaise longue, reposant son verre de vin avec un claquement désapprobateur. Marcus a raison, ma chérie. Tu devrais vraiment penser à l'avenir de Daniel au lieu de ce petit appartement que tu loues. Quand vas-tu enfin prendre ta carrière au sérieux? Oncle Robert renchérit, s'approchant de la table des boissons avec son sourire narquois habituel. Mon comptable me parlait justement la semaine dernière d'opportunités d'investissement, de vraies stratégies pour bâtir de la richesse. Peut-être que si tu avais fait de meilleurs choix plus tôt dans la vie, tu pourrais offrir à Daniel ce dont il a besoin. Il n'est jamais trop tard pour commencer, cela dit. Marcus retourna un autre hamburger, savourant visiblement son public. Certaines personnes n'ont tout simplement pas l'esprit d'entreprise. Tout le monde ne peut pas diriger une entreprise prospère. Il faut de la vision, du dévouement, de véritables sacrifices. La main de Daniel se resserra dans la mienne. Je pouvais sentir qu'il essayait de ne pas pleurer. Mon fils de 7 ans apprenait ce que ça faisait d'être méprisé par sa propre famille. Je comprends, dis-je doucement. Je pris l'assiette en carton des mains de Daniel et la posai sur la table. Viens, mon cœur, on rentre à la maison. Mais j'ai faim, chuchota Daniel. Je sais, on prendra quelque chose en chemin. Alors que nous marchions vers le portail, j'entendis Marcus crier. N'oubliez pas la réunion familiale sur les investissements la semaine prochaine. Oh, attends, ça, c'est seulement pour ceux qui contribuent vraiment à l'entreprise familiale. Encore des rires. Je continuais à marcher, la main posée sur l'épaule de Daniel. Dans la voiture, Daniel laissa enfin couler ses larmes. Pourquoi oncle Marcus ne nous aime pas? C'est compliqué, mon chéri. C'est parce qu'on n'a pas une grande maison comme la sienne? Je serrai le volant plus fort. Oncle Marcus ne comprend pas tout de notre vie. Ce n'est pas grave. Nous nous sommes arrêtés dans un dîner sur le chemin du retour, un de ces endroits classiques en chrome et vinyle qui servent le petit déjeuner toute la journée. Daniel commanda un hamburger frites avec des cornichons en plus et je le regardais manger en pensant aux 5 dernières années, aux choix que j'avais faits et que ma famille considérait comme des échecs, aux nuits tardives dont il ne savait rien, aux appels en conférence à minuit avec Tokyo et Londres, aux appels téléphoniques et aux réunions qu'il ne comprendrait jamais, aux négociations et aux acquisitions qui se déroulaient dans des salles de conseil qu'il ne verrait jamais. Daniel essuya le ketchup sur son menton. « C'est un vraiment bon hamburger, maman, meilleur que celui d'oncle Marcus. » Il sourit. « Bien meilleur. » Ce sourire rendait tout supportable. Ce soir-là, après avoir couché Daniel, je m'assis dans mon petit salon avec une tasse de thé. L'appartement était calme, modeste, rien d'impressionnant selon les standards de ma famille, mais il était à nous et c'était exactement ce dont j'avais besoin. À 23h55, mon téléphone vibra. Un texto de Marcus. Juste pour être clair, tu m'as manqué de respect aujourd'hui en partant comme ça devant tout le monde. Rappelle-toi qui a garanti ton prêt professionnel quand tu essayais de lancer ce truc de conseil il y a 5 ans. Rappelle-toi qui a cru en toi quand personne d'autre n'y croyait. Tu me dois un peu de respect. Je fixais le message un long moment. Ce truc de conseil, c'est ainsi qu'il l'appelait. 5 ans plus tôt, quand j'avais demandé de l'aide pour lancer mon activité de conseil financier, Marcus m'avait ri au nez.
J'étais allée le voir parce que j'avais toujours admiré mon frère aîné qui réussissait si bien. Toi, consultante, avait-il dit? Tu as à peine eu ton diplôme. Qui va prendre des conseils financiers de toi? Quand j'avais fait ma demande de prêt pour petite entreprise, la banque exigeait un garant. Marcus avait fini par accepter, mais seulement après m'avoir fait supplier. Seulement après me l'avoir rappelé à chaque réunion de famille. Il avait signé les papiers, convaincu que j'échouerais dans l'année et qu'il n'aurait jamais réellement à payer quoi que ce soit. Ce que Marcus ignorait, c'était ce qui s'était passé 6 mois après qu'il eut garanti ce prêt. J'ouvris mon ordinateur portable et repris les dossiers que j'avais examinés plus tôt dans la soirée. Documents bancaires, papiers de transfert, registre de propriété. Puis je tapais ma réponse. Marcus, j'apprécie que tu mentionnes la garantie du prêt. J'avais justement l'intention d'en discuter avec toi. Je joins les documents de transfert de propriété bancaire. Depuis 14 mois, je suis propriétaire de la First National Bank, la même banque qui détient les prêts professionnels de tes 3 garages, la même banque qui a garanti ton expansion. Je détiens également l'hypothèque de la maison de maman et papa, que tu as refinancée l'année dernière pour ton 2e garage. Vérifie tes emails, j'appuyais sur envoyer et joignis les documents, puis j'envoyais un second message. En pièce jointe également, l'avis de défaut de paiement qui te sera envoyé demain matin. Tu as 3 jours de retard sur ton paiement pour le 3e garage. Le délai de grâce s'est terminé aujourd'hui. En tant que nouvelle propriétaire, j'ai mis en place des politiques plus strictes. Mon téléphone sonna immédiatement. Marcus. Je ne répondis pas. Je lui transférai plutôt un autre document, l'accord d'achat datant de 14 mois, quand j'avais racheté la First National Bank par le biais de mon cabinet d'investissement. La même banque qu'il utilisait depuis des années, sans jamais savoir qu'il la possédait vraiment. Mon téléphone explosa d'appels. Marcus. Jennifer. Ce quoi? Je le mis en silencieux et envoyai un dernier email. Celui-ci était destiné au directeur des prêts seniors de la banque, avec Marcus en copie. Veuillez procéder au protocole standard de retard de paiement pour le compte de Marcus Thompson. Un avis de retard de 3 jours a été émis. La prochaine étape est la procédure formelle de défaut et l'accélération potentielle du montant total du prêt. Il a 72 heures pour régulariser tous les comptes, pénalités comprises. Les appels continuèrent d'arriver. Je me préparais une autre tasse de thé. Finalement, à minuit 30, je répondis à l'appel de Marcus. « C'est quoi ce bordel? » cria-t-il avant même que je puisse dire « bonjour ». « Tu possèdes la banque? C'est impossible. Tu es consultante. Tu vis dans un minuscule appartement. » « Je suis consultante, dis-je calmement. Je conseille des entreprises du classement Fortune 500 en stratégie d'acquisition. Mon cabinet gère des portefeuilles pour plusieurs clients fortunés. Nous avons acheté First National il y a 14 mois dans le cadre d'une stratégie d'investissement plus large. C'est dingue. Tu ne peux pas me faire ça. On est de la famille. Te faire quoi, Marcus? Appliquer des politiques bancaires standards? Tu as 3 jours de retard sur ton paiement. Il y a toujours un délai de grâce. Il y en avait un, il s'est terminé ce soir. La nouvelle direction a mis en place des protocoles plus stricts le trimestre dernier. Tu l'aurais su si tu avais lu les avis qu'on t'a envoyés ou si tu avais pris la peine de t'intéresser à ma vraie carrière au lieu de l'appeler ce truc de conseil. La voix de Jennifer hurla en arrière-plan. Parle-lui du post sur les réseaux sociaux. Dis-lui qu'on va ruiner sa réputation. Je pris une gorgée de thé. Marcus, tu es actuellement en défaut sur 340 000 $ de prêts professionnels. Tes garages sont endettés à 92 %. Si j'exige le remboursement immédiat des prêts, tu perdras tout en environ 6 semaines. Je te suggère de te concentrer sur ton paiement plutôt que sur des menaces sur les réseaux sociaux. Tu ne ferais jamais ça. Famille, répétai-je. C'est ce que tu as dit à Daniel aujourd'hui, quand tu as dit que les hamburgers étaient réservés aux enfants qui ont un avenir? Quand tu as humilié un enfant de 7 ans devant tout le monde? Silence à l'autre bout du fil. Voici ce qui va se passer. En effet, continuai-je. Tu as 72 heures pour effectuer ton paiement plus les pénalités de retard. Ça fait 12 800 $. Après ça, on applique les protocoles de défaut standards. Et je n'ai pas cette somme en liquide en ce moment. Tout est immobilisé dans le stock. Alors tu aurais dû payer à temps. S'il te plaît, dit Marcus, et j'entendis quelque chose que je n'avais jamais entendu chez lui auparavant, de la peur. Tu ne peux pas juste prolonger le délai de grâce pour la famille. La même famille qui s'est moquée de mon fils aujourd'hui, la même famille qui m'a rappelé pendant 5 ans que tu avais garanti mon prêt. D'ailleurs, j'ai remboursé ce prêt il y a 4 ans, mais tu prenais trop de plaisir à me le rappeler pour que je te le dise. La voix de papa se fit entendre à travers le téléphone.
Marcus avait dû mettre le haut-parleur. « Ma chérie, sois raisonnable. Marcus a fait une erreur aujourd'hui, il va s'excuser. »« Vraiment, papa? Parce que tu étais là quand il a refusé de nourrir ton petit-fils. Tu n'as rien dit. » La voix de maman suivit en larmes. « On ne savait pas que ça blesserait Daniel. Tu es vindicative. »« Je suis banquière. Si Marcus était n'importe quel autre client, il serait déjà en procédure formelle. Je lui accorde 72 heures par courtoisie. »« dans ton temps. »« Oh, qu'est-ce que tu veux? » demanda Marcus. « Des excuses. »« Très bien. Je suis désolée de ce que j'ai dit à Daniel. Content maintenant? »« Je ne veux rien, Marcus. Je veux que tu payes ton prêt à temps comme le contrat l'exige. Que tu présentes des excuses à Daniel ou non, ça relève de ta conscience. » J'entendis Jennifer pleurer en arrière-plan. Papa qui essayait de négocier, maman qui demandait comment tout ça était arrivé. La voix d'oncle Robert se joignit au chaos. « C'est de l'extorsion. Je connais des avocats. »« Parfait, dis-je. Qu'ils examinent les documents du prêt. Ils confirmeront que tout ce que je fais est parfaitement légal et conforme aux pratiques bancaires standards. En fait, Marcus a bénéficié d'un traitement préférentiel pendant les 14 derniers mois parce que j'avais demandé au service des prêts de ne pas signaler son compte pour une attention particulière. Cette courtoisie prend fin maintenant. Je raccrochais et bloquais leur numéro pour la nuit. J'avais besoin de dormir. Le lendemain matin, je me réveillais avec 73 appels manqués et 42 messages textes. Je les ignorais tous et préparais le petit déjeuner de Daniel, des pancakes, ses préférés. « Tu vas bien, maman? » demanda-t-il, étudiant mon visage. « Je vais très bien, mon chéri. Mange ton petit déjeuner. » À 9 heures et mon téléphone sonna, un numéro que je ne reconnaissais pas. Je répondis. « Ici, David Park, avocat de Marcus Thompson. Nous devons discuter de ces menaces d'accélération de prêt. » « Monsieur Park, il n'y a aucune menace. Il y a un contrat que votre client a signé et des politiques bancaires standards qui s'appliquent à tous les emprunteurs. Marcus est en défaut. Il lui reste 68 heures pour y remédier. Mon client me dit que vous êtes sa sœur. C'est un conflit d'intérêts évident. Je suis propriétaire de la banque. Mon frère est un emprunteur. Il n'y a aucun conflit. Si quoi que ce soit, il a bénéficié d'un traitement préférentiel. Ça s'arrête maintenant. 68 heures sur pareil, Monsieur Park. Je raccrochais. À 10 heures, le directeur des prêts seniors de la banque appela. « Mademoiselle Thompson, nous avons reçu plusieurs appels de l'avocat de Marcus Thompson. Comment souhaitez-vous que nous procédions? » « Protocole standard. Aucune exception. S'il ne régularise pas le défaut dans le délai spécifié, nous entamons la procédure d'accélération sur les 3 prêts. » « Compris. Aussi, nous avons reçu son paiement ce matin. 12 800 $. Virement bancaire à 9h45. Je souris. Bien. Merci de confirmer la réception et de mettre à jour le statut de son compte. Et John, à partir de maintenant, Marcus Thompson reçoit le même traitement que n'importe quel autre emprunteur commercial. Aucune considération particulière. Bien sûr, serez-vous présente à la réunion du conseil d'administration cet après-midi? Oui. Je dois examiner les projections du 3e trimestre. Après avoir raccroché, je restais assise tranquillement un moment. Marcus avait trouvé l'argent, probablement emprunté à papa ou en vendant quelque chose. Peu importait. Il avait payé. Mon téléphone vibra. Un texto d'un nouveau numéro. « Papa, ta mère est très bouleversée. Ce n'est pas qui tu es. » Je répondis. « C'est exactement qui je suis. Tu n'as juste jamais pris la peine de demander. » 3 jours plus tard, je reçus une lettre formelle par courrier recommandé. Des excuses de Marcus à Daniel. Soigneusement rédigée, probablement écrite par son avocat. Ça ne voulait rien dire, mais c'était quelque chose. 2 semaines plus tard, à l'anniversaire de maman, la famille était différente, plus silencieuse. Marcus et Jennifer arrivèrent en retard et partirent tôt. Personne ne posa de questions sur mon appartement ou mon travail. Personne ne fit de commentaires sur l'avenir de Daniel. Quand Daniel demanda à oncle Marcus s'il pouvait avoir une part de gâteau, Marcus dit oui immédiatement et lui coupa une part extra large. De petites victoires. Ce soir-là, en bordant Daniel, il dit « Oncle Marcus était plus gentil aujourd'hui. »« Oui, il l'était. »« Tu lui as parlé? » »« D'une certaine façon. »« Bien, » dit Daniel en bâillant. « J'aime mieux quand les gens sont gentils. » Je l'embrassai sur le front. « Moi aussi, mon cœur. Moi aussi. » Plus tard, dans mon bureau à la maison, j'examinais les rapports trimestriels de la banque. First National dépassait les projections. L'acquisition avait été l'une de mes meilleures décisions. Pas à cause de Marcus, mais parce que c'était un investissement solide qui aiderait à assurer le véritable avenir de Daniel. L'avenir dont ma famille s'était moquée à un barbecue.
L'avenir que j'avais construit en silence pendant qu'ils supposaient que j'échouais. Mon téléphone vibra. Un email de Trevor, mon cousin qui s'était éloigné du barbecue ce jour-là. J'ai entendu ce qui s'est passé. Bien joué. Marcus avait besoin de cette leçon. Aussi, mon entreprise cherche un consultant financier pour une acquisition que nous préparons. Est-ce que tu prends de nouveaux clients? Je souris et répondis. Envoie-moi les détails, je serai ravie de les examiner. La prochaine réunion de famille serait intéressante. Mais c'était bien ainsi. J'avais passé 5 ans à être sous-estimée. Je pouvais bien supporter d'être respectée ou crainte. Les deux me convenaient. Ce qui comptait, c'est que Daniel ne s'entendrait plus jamais dire qu'il n'avait pas d'avenir. Parce que sa mère avait construit cet avenir depuis le début. Une acquisition à la fois, un investissement à la fois, pendant qu'ils étaient trop occupés à juger pour le remarquer. Parfois, la personne la plus silencieuse dans la pièce est la plus puissante. Elle choisit simplement de ne pas l'annoncer avant que ce soit absolument nécessaire. Et refuser un hamburger à un enfant affamé lors d'un barbecue familial a rendu cela absolument nécessaire.